Madame, Monsieur, bonsoir. Territoire Sport en direct depuis Portici pour célébrer comme il se doit les 40 ans d'anniversaire du Tour de Corse. Pour décor, nous avons choisi quelques-unes des plus belles voitures qui vont participer dès demain matin au Corse Rétro 40, un tour de l'île effectué par des modèles qui ont marqué l'histoire des rallyes. Notre premier invité pour cette émission, Charles Leonardi, le président de l'ASAC Tour de Corse. Charles Leonardi, bonsoir. Alors avant le départ de cette épreuve, vous aviez déclaré avoir l'intime conviction que ce 40e Tour de Corse serait le plus éprouvant de ces 20 dernières années. Cela s'est confirmé? Je crois que ça s'est confirmé. Les pilotes qui sont à côté de nous pourront confirmer eux aussi. Il n'y a pas beaucoup de répit sur les liaisons. J'avais dit que faire de l'entraînement fractionné, c'est-à-dire spécial par spécial, ça ne rapporterait rien, qu'il fallait au contraire tourner 2 ou 3 fois sur l'épreuve à bonne allure, et là on serait dans le rythme. Et celui qui avait le rythme, il est arrivé. Vous avez été contraint et forcé par la FIA, la Fédération internationale du sport automobile, de limiter le Tour de Corse à la seule Corse du Sud. Quelle fut votre réaction à l'époque? Ma réaction fut de démissionner. Il y a des témoins ici qui peuvent vous le dire. Le président de la Ligue et le président Balestre m'ont rappelé après. Il faut que le Tour de Corse y soit, parce qu'autrement la France disparaît du championnat du monde. C'est pour ça que nous nous sommes limités au sud. Le Tour de Corse serait inscrit au calendrier du championnat du monde jusqu'en l'an 2001. Peut-il évoluer dans sa configuration actuelle avec de nouvelles spéciales? Nouvelles spéciales, oui, parce qu'on a une grosse réserve de routes qui n'ont pas été employées cette année, qui ont été employées il y a quelques années, qui parcourent il y a quelques années. Et quant à configuration s'élargir un peu, je ne sais pas. Charles Leonard, je vous propose de nous retrouver pour la conclusion de cette émission. Pour l'instant, retour sur l'édition 96 de ce rallye avec la course pour le classement Scratch. 3 étapes, 3 jours d'émotions et de surprises sur les routes corses, avec une victoire qui ne s'est dessinée qu'au cours des toutes dernières spéciales. À l'aube de ce 40e Tour de Corse, le sol porte encore les traces d'une nuit pluvieuse. Mauvais signe pour les pilotes, le temps variable annoncé pour la journée est synonyme d'angoisse et de casse-tête pour les pilotes. L'inconnu, ça va être la météo, mais je pense qu'on sera pas mal. Vous craignez beaucoup le temps? Non, mais je pense que quand on vient en Corse, c'est pour avoir du soleil et des routes très dures physiquement, donc avec du soleil, ça serait mieux. Si le public est venu admirer les Mégane, dont c'est la première apparition en Corse, celui que tout le monde attend, c'est Patrick Bernardini. L'Ajaxien, vainqueur du dernier rallye de Monte-Carlo, est le favori. Il possède plusieurs atouts, son talent de pilote, mais aussi une voiture d'une grande fiabilité supérieure au Peugeot et au Renault. Enfin, il est ici chez lui durant 3 jours. Le tour se déroulera dans la région ajaxienne, sur des routes qu'il connaît mieux que personne. Au départ de la première spéciale, Patrick est tendu. Il s'élance avec la rage de vaincre, mais aussi la peur de décevoir. Et pour lui, ce tour débute par un sérieux coup dur. Un véritable coup de théâtre. Moins de 5 km après le départ, la Ford crève puis déchappe. Patrick Bernardini et Catherine François, sa coéquipière, sont obligés de changer de roue. Ce premier coup dur sanctionne sévèrement la Ford. À l'arrivée, elle pointe en 44e position, à 3 minutes 34 secondes du vainqueur de la spéciale. Ce vainqueur, c'est Philippe Bugalski. Durant toute la journée, il fait la course en tête du classement général, même s'il ne remporte que 2 des 7 spéciales du jour. Si Patrick Bernardini est le héros malheureux de ce début de course, un autre Ajaxien, Marco Massarotto, surprend. La Subaru fait jeu égal avec les pilotes usines, il occupe même un temps la tête de la course. Mais un manque de moyens et notamment de pneus le contraint à rétrograder en 3e position, mais il s'intercale régulièrement entre les Peugeot et les Mégane de tête. Chacun l'avait pressenti dès le départ. Les conditions météo sont problématiques. Les pilotes Peugeot payent des erreurs dans le choix des pneus. Pourtant, ils figurent toujours parmi les 5 premiers. Chez Renault, tout va pour le mieux pour Philippe Bugalski. Mais après 6 spéciales, Ragnotti accuse le coup. Un problème de direction assistée qui a cassé un raccord. Et donc, quand il n'y a plus de direction assistée, c'est quasiment impossible de conduire la voiture. Donc, on a roulé doucement jusqu'à l'arrivée.
Philippe Bugalski et Jean-Paul Kéron y sont les seuls épargnés par les incidents. Leur voiture fonctionne à merveille. On a bien roulé jusqu'à maintenant, pas d'erreur de pneumatique, c'était important, avec un bon rythme, la voiture va bien, donc c'est parfait. Il faut essayer de revenir un peu, Bug va trop vite pour nous, c'est pas évident, les Renault sont très rapides ici, mais enfin j'ai par habitude de savoir que le Tour de Corse c'est une épreuve très très longue, il faut être régulier, et puis on verra bien ce qui se passera. Patrick Bernardini sait aussi que le Tour de Corse est une longue course. Malgré ses déboires dans la première spéciale, il ne perd pas confiance. Tout est encore possible. En 4 chronos, il reprend 50 secondes à Bugalski. On essaie de revenir très fort. De toute façon, on a une voiture pour ça, pour attaquer. L'équipe est motivée à fond, moi pareil. On était venu ici pour gagner, donc c'est sûr qu'on a perdu près de 4 minutes, mais là on se trouve plus qu'à 2 minutes 35. Il faut remonter. Cette première journée se conclut par une épreuve chronométrée de 43 km. La plus longue spéciale du jour, lors de laquelle Patrick espérait bien encore refaire une partie de son retard. Il ne grignote que quelques secondes, pourtant il a encore donné le maximum. Il n'est plus qu'à 2 minutes 20 de Bugalski et il retrouve enfin le sourire. Ça a été très très dur parce que je pense qu'il fallait opter sur des durs, prendre moins de risques dans le départ. Et ça a été quoi. Il y avait beaucoup de glissades, je leur ai fait beaucoup de traces. Plusieurs soucis mécaniques empêchent François Delecourt d'être dans la course de tête. 6e, c'est le dernier pilote Peugeot. Chatriot est alors second et les frères Pani dit 4e, heureux que se termine enfin cette première journée. C'est le point stop où je suis le plus satisfait de ma journée. Parce que pour le reste, ça a été une journée contrariante. Bah, m'a fait bon. Il y a eu trop d'erreurs de tactique au niveau des pneus et malheureusement, c'est ce qu'on paye ce soir. Si on a 2 minutes dans la tronche. La belle opération de ce premier jour de course, c'est Marco Massarotto qui la réalise. À la veille de la 2e étape, il ne compte qu'1 minute 30 de retard sur Philippe Bugalski. Un Bugalski confiant qui s'apprête à subir les assauts de Patrick Bernardini très déterminé lors d'un nouveau parcours au nord d'Ajaccio. La 2e journée débute avec les mêmes incertitudes. La spéciale entre Veyro et le Liamone alterne les portions sèches avec les passages très humides. Le choix des pneus sera encore une fois capital. Et le premier à en faire les frais, c'est le pilote espagnol Gomez. Après une crevaison, sa Mégane sort de la route. Un accident violent et très spectaculaire, mais heureusement sans gravité. Les conséquences auraient pourtant pu être plus dramatiques. Au départ de Veyro, Patrick avait promis une attaque maximale, il n'a pas failli à sa parole. En 49 km, il reprend 43 secondes à la Mégane de Philippe Bugalski, parti en tête. Avec sa Ford, là, il a fait encore un temps exceptionnel, donc il a fait vraiment un excellent chrono. Dans des spéciales plus courtes, j'espère qu'on va réussir à contenir un peu l'écart. Maintenant, je pense que ça va être très dur, mais il faut jouer le jeu jusqu'à la fin. Dans les 2 spéciales suivantes, l'Ajaxien ne désarme pas. Le pilote Ford refait son retard et remonte au classement. En début d'après-midi, il est 3e à 1 minute 30 de la Renault. À ce rythme-là, on se dit que la Mégane ne pourra pas tenir longtemps, mais c'est à cet instant, dans la 11e spéciale, entre Porto et Piana, une route qu'il connaît par cœur, que Patrick Bernardini commet une erreur, sans doute déterminante pour la suite de la course. Patrick. Nouveau coup de malchance? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? mais d'abord une vache dans celle d'avant et là j'ai tendu un peu trop une trajectoire, j'ai touché un bas-côté, ça a arraché une roue arrière. Mais la voiture a calé, on n'arrivait plus à la remettre en marche et donc on a perdu énormément de temps par rapport à ça déjà.
Les mécanos de l'équipe Ford remplacent le demi-train arrière droit en un temps record. Patrick doit presque repartir à zéro. Cette faute réduit à néant tous ses efforts du jour, mais dans l'équipe, tout le monde le soutient. De toute façon, on ne baisse pas les bras, c'est pas notre façon de faire, donc on continue. Hein. Je veux dire, ça a été une petite erreur, il n'y a pas de problème. Il va continuer à attaquer comme il a fait ce matin, et essayer de grignoter spécial après spécial. On verra bien jusqu'où on peut aller. La Ford rentre sur Ajaccio en assurant les scratchs des 3 dernières spéciales. Cela reste insuffisant, d'autant que la Mégane est réglée comme une horloge. Après avoir eu chaud une bonne partie de la journée, la faute de Bernardine y tranquillise quelque peu Bugalski et Chiarogne, mais tout danger n'est pas écarté. L'armada des Peugeot est présente, Chatriot talonne toute la journée la Renault, mais les 306 sont au maximum et commettent aussi quelques fautes. Ainsi, François Chatriot fait une sortie de route dans la dernière spéciale du jour. Oui, c'est sûr, j'ai fait une connerie qu'il ne fallait pas faire à ce moment-là de la course, mais c'est un peu délicat. On était en slick sur le mouillé et la voiture a décroché brutalement. J'ai pas pu la rattraper. J'ai tapé dans le talus. C'était pas très grave, sauf que ça a tordu l'échappement et j'arrivais pas à redémarrer. Alors les chances de Peugeot, bien sûr, maintenant on est à 2 minutes de Philippe Bugalski. Sur le papier, c'est très difficile à rattraper, voire impossible, mais la course est difficile, on l'a vu. Nous, on a trébuché aujourd'hui, tout peut arriver demain, donc il faut continuer à y croire et en tout cas attaquer. On est encore en position de faire quelque chose. Au fil de la course, un autre homme se met à y croire sérieusement, c'est Massaro. Malgré un manque de compétition, le pilote corse retrouve ses marques. Il assure une course exemplaire. Mardi soir, il est 2e au général à 1 minute 15 de Bugalski. C'est très bien d'être à 1,15, mais j'aurais pu aller plus vite si on avait disposé de bons choix de pneumatiques avant. La minute que j'ai perdue hier sera très dure à remonter. C'est sûr, Marco souffre d'un gros handicap par rapport au pilote usine. Il ne bénéficie pas d'un grand choix de pneus. Pourtant, le rôle des gommes sera encore une fois déterminant lors de la 3e et dernière étape. Ce sprint final vers l'arrivée, Patrick Bernardini, désormais condamné à l'exploit, ne peut le concevoir que d'une seule manière, par l'attaque permanente. Mettre la pression, c'est le seul moyen pour lui d'espérer une place sur le podium, car même si la Ford réalise de très bons chronos, la Mégane de Bugalski est intouchable. La force de la Renault, c'est sa régularité. Même si tout est encore possible, les voitures qui suivent se battent surtout pour les places d'honneur. Les Peugeot trouvent leur rythme. François Delcourt, qui a accumulé les ennuis tout au long des 3 jours de course, est enfin le leader de l'équipe du Lion. Il démontre que son talent est intact, mais pour lui, c'est trop tard. Il ne peut espérer qu'une 4e place au général. Juste devant, 3 pilotes se livrent une lutte sans merci jusqu'au bout pour obtenir une place d'honneur. Marco Massaro, tout d'abord, parti 2e le matin, confirme son potentiel, mais comme c'était prévisible, de mauvaises options pneumatiques lui font perdre cette place. Il termine tout de même 3e de ce tour, une position inespérée pour lui. Vu l'armada Renault, Peugeot, Ford, pour moi, le but recherché était d'être derrière les voitures d'usine. Bon, après, on a pris le train en route, on a vu qu'on faisait d'excellents chronos. On a toujours progressé, surtout quand on a découvert le pneu Michelin sur la voiture qui convenait mieux. Mais quand les autres font la course, nous, on faisait des essais. Oui, mais cette place de 3e. Mais la place de 3e me satisfait pleinement. Pour un amateur comme moi, je suis très content. L'autre équipage de cette fin de course, c'est celui de la Peugeot numéro 7. Gilles Panizzi et Hervé, son frère, profitent des difficultés de Marco Massaro. Ils dépassent la Subaru au classement lors des dernières spéciales et se hissent ainsi in extremis sur la 2e marche du podium. Si leur voiture a bien fonctionné, ils ont payé de mauvais choix tactiques le premier jour de course.
on est parti à 2 reprises avec des pneus pluie, alors que malheureusement c'était très menaçant, mais il n'a jamais plu, ou pas suffisamment pour pouvoir exploiter les pneus pluie. Donc on a terriblement souffert. On finissait les spéciales avec les pneus complètement déchirés à la toile, et on prend 2 minutes, si vous voulez, sur ces mauvais choix. Donc c'est ce qui explique un petit peu, je dirais, ce gros retard. Ça n'enlève en rien le talent de Philippe Bugalski, qui a vraiment superbement bien conduit, qui n'a pas fait la moindre erreur de tout ce rallye. Contrairement, malheureusement, je dirais, à Patrick Bernardini, qui lui était nettement plus rapide avec sa Ford que tous les autres. Mais bon, je pense qu'il a eu à 2-3 reprises des petites fautes qui l'ont fait dégrader dans le classement, chuter, et malheureusement, qui n'ont pas permis de gagner. Patrick Bernardini est en effet le grand perdant de ce Tour de Corse. Sa 13e participation ne lui a pas porté chance. Pour lui, les jours se suivent et se ressemblent. Lors de cette dernière étape, encore une fois, malgré une belle remontée, un nouvel incident a eu raison de sa détermination. Il termine 5e à 3 minutes de Bugalski. C'était le 13e. J'avais une appréhension là-dessus parce que mon 13e rallye avec Iacco, j'avais abandonné. Et j'avais fait 12 courses avec eux, j'avais fait 12 podiums et 13e abandon. Et là, 13e Tour de Corse, et pas abandon, mais enfin, j'ai pas abandonné parce que j'ai eu des mécanos, une équipe fantastique, une équipe race qui est vraiment fantastique. C'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout, mais ça a été dur quand même. Derrière la Ford, on trouve la 3e Peugeot de François Chatriot. En plaçant ainsi 3 voitures parmi les 6 premiers, la marque du Lion fait la démonstration de sa fiabilité. Dans ce tour, 2 autres voitures ont également assuré le spectacle. Ce sont les Subaru de l'Italien Andrea Navarre et du pilote suisse Olivier Bury. Ils terminent respectivement 7e et 8e. Mais ce que l'on retiendra certainement de ce tour, c'est la formidable course de la Mégane qui n'a pas cessé d'étonner. Au-delà des problèmes de la Ford, ce succès c'est avant tout celui de 2 hommes, Philippe Bugalski et Jean-Paul Chiarogne. En sachant gérer les pneus, la mécanique et la pression adverse, ils ont mené la course parfaite. Ce podium permet à Renault de renouer avec le succès en Corse, 11 ans après Ragnotti et 40 ans après la victoire d'une Dauphine lors du premier tour. Une raison de plus pour la fillette de Bug d'être fière de son papa. Pour commenter ce premier résumé du rallye, 3 invités à notre table. Tout d'abord, à ma droite, Jean-Paul Chiarogne, le copilote vainqueur de ce 40e Tour de Corse. À côté de lui, Marco Massarotto, qui a terminé une excellente 3e place. Enfin, à ma gauche, le héros malheureux de ce Tour de Corse, ce 40e, Patrick Bernardini. Alors Jean-Paul, on l'a vu tout le long de ce résumé, la pression imposée par Patrick Bernardini a été facile à gérer. Non, c'est sûr, se battre contre Patrick n'est pas très facile. Maintenant, c'est vrai qu'il nous a un peu facilité la tâche, puisque dans la première spéciale, il a crevé, il perd plus de 3 minutes. Donc après, il a fallu commencer à gérer, mais honnêtement, on ne pensait pas que Patrick allait remonter, je dirais, aussi vite. Et ensuite, la deuxième étape et la 3e étape, eh bien, ça s'est avéré un peu identique à la première. Et donc, on a pu gagner, on est très satisfait. Mais bon, Patrick, un peu malheureux pour Patrick quand même. Au cours de la 2e étape, il vous reprend presque 1 seconde par kilomètre. Vous n'avez jamais douté à ce moment-là? Le problème n'est pas de douter ou pas douter. Nous, on savait qu'on a fait une course parfaite. On n'a jamais fait d'erreur de pneumatique. Philippe a conduit de manière exceptionnelle. Donc nous, on a fait notre travail jusqu'au bout, on l'a bien fait. Et on ne pouvait pas maîtriser, je dirais, surtout si le terrain était glissant, le retour de Patrick. Ça s'est bien passé puisque, comme je disais précédemment, il a fait ces 2 petites erreurs et donc ça nous a permis de gagner. Et je tiens à féliciter Philippe qui a fait une course vraiment de toute beauté. Justement, Philippe, Jean-Paul, vous avez travaillé avec Yves Loubet, vous avez travaillé aussi avec Bernard Béguin. Il fallait qualifier un petit peu le pilotage de Philippe Bugalski. Bien, disons que Philippe Bugalski est un pilote très très sûr, très rapide. Maintenant, par rapport à un garçon comme Bernard Béguin, qui est beaucoup plus âgé bien sûr, je dois dire qu'il a beaucoup moins d'expérience, ce qui est normal puisqu'ils ont quand même 15 ans d'écart et donc 15 ans de compétition en moins pour Philippe. Mais je pense que c'est un des pilotes actuels de sa génération qui est vraiment le plus fort. Patrick Bernardini, tous vos supporters sur le bord des routes y ont cru jusqu'au bout. Une erreur de pneumatique lors de la première spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La malchance? Il y a la malchance, c'était sûrement mon 13e et puis bon, ça faisait très longtemps que je n'abandonnais plus, très longtemps que je n'avais pas crevé, donc j'en voulais peut-être trop et voilà ce qui s'est passé. Donc j'étais parti un peu trop confiant peut-être. Avez-vous le sentiment 2 jours après la fin de ce 40e Tour de Corse d'avoir raté le coche?
Non, pas du tout. Hein. Je pense que j'ai tout fait pour essayer de le gagner. J'avais tout fait avant, j'ai tout fait pendant. J'ai attaqué pendant des spéciales et pendant des minutes entières. J'ai tout fait, donc j'ai aucun regret. J'ai un regret de ne pas l'avoir gagné, au moins pour mon équipe, parce qu'elle a tout fait aussi. Mais moi, j'ai eu le plaisir de conduire, de pouvoir m'exprimer. Et quand j'ai fini, j'ai dit j'ai appris pour l'année prochaine. Mais ça fait déjà 3 ans que je dis ça, maintenant je commence à vieillir un peu. Autre course des plus passionnantes, celle que vous avez menée, Marco Massarotto, sur les frères Panizzi et leur Peugeot. Alors pour vous, tout se résume sur le manque de moyens concernant les pneus? Oui, pour moi, l'écart par rapport aux autres, quand j'ai vu que j'étais dans le coup, il s'est résumé au manque de choix de pneumatiques à chaque parc d'assistance, puisque les autres disposaient d'au minimum 3 choix de gomme, et moi je n'en avais qu'un. J'étais obligé de faire avec, c'était ou tout pluie ou tout sec, mais pas entre les deux. La météo ici était très variable et ça m'a créé pas mal de difficultés. Le 40e Tour de Corse a inauguré une toute nouvelle formule. Comment jugez-vous ce nouveau tracé dessiné par René Vignoc et Paul Colonne? Eh bien, pour moi, c'est un très beau tracé. Tout au moins, il est aussi dur que le Grand Tour de Corse. Et il est aussi beau. Les spéciales sont très belles. Et il peut rester dans cette formule. Il me convient très bien. Même question pour vous, Jean-Paul. Pensez-vous qu'au départ, le rythme de l'épreuve serait aussi élevé? Non, honnêtement, non. C'est vrai que ce Tour de Corse a été très dur puisque les spéciales s'enchaînaient. On avait très peu de temps d'assistance entre chacune d'elles. Et surtout, il fallait en plus intervertir nos pneus nous-mêmes. Donc ça a vraiment été un Tour de Corse très difficile, autant moral que physique. Patrick Bernardini, l'année prochaine, pilotes et voitures d'usine seront présents au départ à Ajaccio. Au vu du tracé 96, comment voyez-vous se développer cette course? Identique à celle-là, je pense que ça a été une course très rythmée. Hein. Il y a eu une belle bagarre, Marco, Philippe, moi-même et les Peugeot. Je pense que ça sera identique à celle-là, à différence qu'il y aura plus de constructeurs et ça fera une belle bagarre. Notre chance maintenant à tous les trois, c'est on a déjà fait un tour, ça sera le deuxième en cette version et ça sera un avantage pour nous. L'année 96, c'est aussi celle de Patrick Bernardini. Au-delà de votre victoire sur Monte-Carlo, une sacrée saison s'annonce pour vous. Qu'est-ce qui va se passer? Bientôt l'Argentine, ensuite la Grèce, le San Remo et le Catalogne? Non, plutôt la Grèce d'abord, dans un mois, et puis après l'Argentine, le mois suivant, puis après un peu de repos. Mais je pars surtout pour découvrir ces rallyes, pour être prêt pour 97, parce que l'objectif c'est de prendre toutes des notes pour être vraiment prêt, parce qu'en 5 jours de reconnaissance, ici encore c'était facile parce qu'on est chez nous, mais au Monte-Carlo j'avais souffert et je voudrais pas souffrir pour l'année 97. Le prochain rallye c'est aussi la terre concernant l'Argentine ou la Grèce, aucune appréhension à ce niveau-là? Non, je pense que les spectateurs ont vu que j'avais glissé, donc sur la terre je glisserai un peu plus. Jean-Paul Caroni, pour vous l'objectif est clair, c'est le titre de champion de France en compagnie des Philippe Bugalski d'ici la fin de la saison. Mais est-ce qu'à terme vous ne rêvez pas vous aussi de participer au championnat du monde? Bien absolument, disons que dans ce milieu, dans ce métier, il faut uniquement voir d'année en année. Cette année, on s'attachera à être champion de France si on le peut. Pour l'instant, effectivement, c'est bien parti puisqu'on était en tête. On a marqué 2 fois en plus des coefficients importants. Donc on est bien parti, mais bon, il faut voir jusqu'à la fin de l'année. Il reste encore 9 épreuves et on verra pour 97. Marco Massarotto, on l'a dit et répété, vous avez misé une grande partie de votre saison sur ce Tour de Corse. Le pari a été réussi, alors qu'envisagez-vous désormais? Eh bien, ce que j'envisage, évidemment, si je n'avais pas eu les partenaires que j'ai eus pour faire ce Tour de Corse, je n'aurais pas été à ce départ. Et j'espère que d'autres partenaires me suivront pour faire d'autres épreuves de championnat de France et m'aider à continuer et peut-être un jour avoir une voiture comme la Patrick ou comme est assis Jean-Paul dedans. Justement Jean-Paul, la dernière question, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dommageable quand on voit tout le talent de Marco et puis les autres pilotes corse de voir l'évolution des coûts dans le sport automobile qui empêche justement l'éclosion de ces grands champions? Bien sûr, ça a toujours été le problème des sports mécaniques et particulièrement des rallyes. Et bon, il faut se battre de plus en plus. Et je pense que quand on y arrive, c'est encore une plus grande satisfaction, puisque on y arrive. Donc, enfin, on est hyper content, mais c'est vrai que c'est très cher. Nous, on y est arrivé. Patrick, je dirais a priori à peu près aussi. Maintenant, je souhaite à Marco d'y arriver comme nous et je souhaite bonne chance pour la suite. On suivra ça de très près. Messieurs, je vous invite à suivre à présent la course des autres pilotes insulaires avec un éclairage particulier sur le groupe N et la confirmation de tout le talent de l'instituteur de Santa Maria Ziché, Jean-Marie Santol.
sur une soixantaine de partants, le plateau pour ce 40e Tour de Corse était réduit. Il est vrai que les rallyes doublures, Île de Beauté et Volant 106 ont attiré cette année bon nombre de pilotes de l'île. Un Tour de Corse parti du cœur de la ville qui offre à nos vedettes, Patrick Bernardini et Marco Massarotto, des opportunités. Pour la course dans la course, celle des insulaires, les prétendants ne manquent pas. On s'attend à une belle bagarre entre Jean-Jacques Padovani et Claude Balèze, entre la Clio Maxi et la 16 Soupape. Question, la Ford de Francis Marianne y sera-t-elle logiquement devant ? Jean-Marie Santoni et Jacques Andréani n'ont certes pas la même ancienneté de course, mais la Ford Escort et la Mitsubishi peuvent rivaliser pour notre plaisir dans le groupe N. Réponse au fil de l'épreuve, départ de la première spéciale d'Ocana. Spécial, le pilote Porto-Vecchie prend ses marques, Claude Balèze y réalise le 10e temps. Durant toute cette étape, il fait preuve d'une régularité exemplaire en se plaçant dans les 11 premiers dans les 7 spéciales. Et la Clio 16 Soupape termine fort logiquement à la 11e place au classement général en ce lundi soir. Francis Marianne y colle Balèze, mais le récent vainqueur de la Giralia ne fait que 2 spéciales et abandonne. Pire pour Padovani qui sort dans la première. L'intérêt de la course s'atténue forcément avec ses abandons. En revanche, une belle bagarre s'annonce dans le groupe N. Jean-Marie Santoni est attaqué par un jeune pilote, Jacques Andréani. Il n'a pas lésiné sur les moyens, une Mitsubishi Lancer Evolution 3. Elle est devant la Ford Escort à 2 reprises. Mais au soir de la première étape, l'équipage Santoni-Casamata devance tout de même Andréani Neri de plus de 30 secondes. C'était prévu d'ailleurs. C'est parti pour se tirer une belle bourre tous les deux. Bon, ce matin, j'ai fait meilleur temps dans les 3-4 premières, je crois. Et là, sur les 2 dernières, j'ai un peu levé le pied parce que c'était très piégeux et très glissant. Et on avait monté des pneus durs à l'avant et ça n'allait pas trop. Ça c'est bien, ça pimente un peu la course. Votre ambition pour ce 40e Tour de Corse? Alors, on n'a pas d'objectif bien précis, puisqu'on n'est même pas inscrit aux promotions comme on l'a gagné l'année dernière. Cette année, on n'a pas le droit de s'inscrire, ce qui fait que c'est rentré le mieux classé possible, donc il n'y a pas trop de pression. Lundi soir, Claude Balèze y est 11e, Jean-Marie Santoni 15e, Jacques Andréani 17e. Tous se préparent pour une seconde journée de course, longue de 148 km de spécial. Claude Balèze y est abonné à la 10e place. Devant lui, les pilotes à gros moyens, sauf défaillance technique, il ne peut les battre. Claude Balèze y attaque tout de même. Pour réaliser ses temps, il le faut. Le Porto-Vecchie est une exception dans le paysage insulaire de l'automobile. Il ne fait qu'une course par an, le Tour, qu'il termine dans les 10. Dans le groupe N, la bagarre fait long feu. Tout au long de la journée, Jean-Marie Santoni creuse l'écart qui le sépare de son challenger. Au soir de la 2e étape, pas moins d'1 minute 30 départagent les 2 pilotes. Les explications, le préparateur de Jacques Andréani les donnera. Les pneus ne conviennent pas. Oui, là, il n'y a pas de problème. C'est ça. Problème de pneus? Ben, c'est un problème de pneus comme pour tout le monde, mais c'est pas gay. Parce que le problème, c'est que ça devient même... Je ne vais pas dire dangereux parce que ça dépend toujours du pilote. S'il veut rouler avec un pneu trop tendre. Mais ici, on n'a pas le choix. On est obligé de monter ça parce que c'est le plus dur qui existe. Et c'est trop tendre. Alors le pilote, il doit s'adapter aux pneus et pas l'inverse. Jacques Andréani ne parvient pas à résoudre ses problèmes de pneus durant tout le rallye. Inexorablement, il perd de précieuses secondes. Mais ça tient mieux. Le Pirelli ne va pas du tout sur ce genre de revêtement. Maintenant, on va voir.
On va voir, on va rouler encore fort jusqu'à ce soir. Dans les longues, je pense que j'étais inférieur à... Le pneu était inférieur au Michelin. Alors que dans les courtes, nous sommes bien, je pense. En ce mardi, Jean-Jacques Tchécaldi prend le départ sur une Peugeot 306, mais il disparaîtra lors de cette deuxième étape. Plus de chance pour Ange-Pierre Cordoliani, 17e mardi soir et 3e dans le groupe N. Gabriel Padovani, 21e sur Peugeot 309. Claude Ben-Simon est à la 23e place sur la Clio Williams. 25e, Jean-Michel Pietri sur la Peugeot 309. Et le petit dernier qui tient sa place depuis le départ. Jacques Renucci et Fabrice Simeoni, vous êtes pour l'heure l'équipage Lanterne Rouge, mais malgré tout vous vous accrochez. A priori on fait ce qu'on peut, hein, malgré de gros problèmes, on essaie d'arriver demain soir à Ajaccio et puis bon, ce sera déjà une bonne chose. Ange-Paul Cordoliani, vous êtes derrière les deux duettistes Santoni et Andreani pour le groupe N. Vous y croyez toujours pour la victoire? Pour la victoire, je pense que c'est râpé. Puisqu'on a eu plein de problèmes, on a eu des problèmes d'embrayage, on a eu des problèmes, là on a cassé le pont, ils sont en train de le changer. Donc je pense que c'est foutu, on va essayer de rentrer et garder notre troisième place. Troisième étape de Verdia à Pétrette aux 146 km de spécial. Les jeux sont pratiquement faits en ce qui concerne l'ordre dans le classement, mais des places sont gagnées au gré des attaques ou des abandons. Claude Balesi et Jean-Paul Tirindini accrochent la 9e place dès la deuxième spéciale de la journée. L'équipage laisse derrière Jean Ragnotti sur la Mégane, qui a certes connu des problèmes mécaniques. Derrière encore l'Allemand Erwin Weber sur la Seat Ibiza, pilote d'usine, il faut le souligner. Il aura finalement mené l'épreuve de bout en bout. Jean-Marie Santoni est au soir de cette troisième et dernière étape vainqueur du groupe N. L'instituteur de Santa Maria Ziqué a géré sa course tranquillement jusqu'au bout. Rien n'est perdu pour Jacques Andreani, dont c'était seulement la deuxième participation au Tour de Corse. Il remporte le challenge promotion de la collectivité territoriale à la 15e place au scratch. Ange-Pierre Cordoliani est 3e du groupe N sur la Subaru. Il découvrait la voiture, c'est sa 3e participation au Tour. Et puis il y a les finalistes dont la performance est à saluer à l'issue de 3 étapes piégeuses et éprouvantes pour les hommes et la mécanique. Gabriel Padovani sur la Peugeot 309. Claude Ben-Simon. Jean-Jacques Migueli. Jean-Luc Mondoloni. Henri Bellotti. Et Jacques Renucci, avant-dernier de ce 40e Tour de Corse. Tout comme la victoire de Philippe Bugalski pour la course au classement scratch, la course pour le groupe N a été totalement dominée par Jean-Marie Santoni. Jean-Marie Santoni qui nous a réservé un scoop pour France 3 courses, puisque j'ai eu l'honneur de vous présenter sa future voiture pour les prochains rallyes. Il s'agit de cette Aston Martin de 1933. Alors Jean-Marie Santoni, pour vous cette course pour le groupe N, finalement c'est la course rêvée. Oui, c'est vrai que ça a été une course parfaite, on n'a pas eu de problème, et là quand ça se passe dans ces conditions, c'est merveilleux. Avant le départ, vous redoutiez la présence de la Mitsubishi Lancer de Jacques Andreani. Pourtant, près de 5 minutes vous séparent de lui à l'arrivée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez imposé un rythme trop important à la course? Non, je crois qu'on l'a redouté à juste titre. Jacques a fait une course parfaite. Il était très très près et il nous a mené à la vie dure. On a été obligé de rester constamment concentré, d'attaquer. Bon, les 5 minutes de retard sur la fin, c'est dû à une crevaison. Il a crevé lors de la dernière étape. Et là, ça nous a permis de rentrer à Ajaccio plus facilement et de gérer. Et comment jugez-vous des difficultés et des pièges de ce rallye, de cette nouvelle formule?
Disons que la première étape a été très difficile parce que le rythme était très soutenu. Le deuxième et troisième jour, c'était un peu moins fatigant quand même. À part la première étape, la première spéciale de la deuxième étape, 48 km, c'était un gros morceau et une très belle épreuve. Habitant la Corse du Sud, cette nouvelle formule vous avantage en double titre, bien sûr, à la connaissance du terrain, mais aussi pour vous un budget pour la course revu à la baisse. C'est vrai que cette nouvelle formule, le budget est moins élevé, mais il ne faut pas oublier qu'aller à Bastia et aller à Calvi, c'était très beau et il faut penser aux spectateurs de la Haute-Corse. Nous-mêmes, on aimerait bien retourner sur Bastia et Calvi. Jean-Marie Santoni, vous êtes brillamment imposé dans ce groupe 1 pour la 40e édition du Tour de Corse. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite de la saison? Va-t-on vous revoir sur d'autres courses du championnat de France? Disons qu'on aimerait participer encore à plusieurs épreuves du championnat de France pour pourquoi pas décrocher le titre en groupe N. Bon, maintenant, il faut boucler le budget et là, on espère beaucoup peut-être sur la collectivité territoriale corse qui nous aidera enfin pour pouvoir nous exprimer à nouveau. Un rallye comme le Tour de Corse ne pourrait exister sans que la sécurité autour de la course soit assurée au maximum. Cette année, des efforts supplémentaires ont été effectués dans ce domaine. La FIA, la Fédération internationale du sport automobile, a délégué un observateur qui, pendant 3 jours en hélicoptère, a tout noté. Son rapport reste déterminant quant à l'avenir de l'épreuve. Pour tous les commissaires de la ZAC, ces 3 jours de rallye ont paru bien longs. Beaucoup de monde sur l'arrivée, mais finalement, je pense que l'enthousiasme était quand même bridé par la conscience qu'il fallait faire attention. La conscience que la sécurité, si la sécurité n'était pas respectée, on perdait notre place au championnat du monde. Et nous sommes passés 2 ou 3 fois, les spectateurs ont réagi immédiatement. Et ça c'est bon. Ça c'est bon. Préoccuper les commissaires sur la question de la sécurité. Une préoccupation légitime car cette année un œil particulièrement vigilant à surveiller le rallye. Un monsieur sécurité nommé spécialement par la FIA avec une mission précise. Regardez le comportement du public. Car comme pour les rallyes du Portugal et d'Italie, on reproche autour le comportement de ses spectateurs. On peut trouver partout des spectateurs fous ou des jeunes qui n'ont pas beaucoup l'expérience de ce qu'est un rallye. Je regarde comment il faut organiser, gérer les problèmes de sécurité et spécialement comment mieux placer les spectateurs dans des endroits sûrs. Où courent-ils tous? Se placer au plus près, bien sûr, du passage des voitures. Le spectateur fou qui recherche la sensation forte sans penser au danger, c'est toujours la hantise des commissaires chargés de la sécurité. Face à cette inconscience, par exemple, le respect des consignes et la prudence ont pourtant gagné du terrain. Un public plus discipliné, c'est le bon point de ce rallye, mais l'an prochain, il faudra encore faire mieux. M. Martos a parlé de siffler ou en tout cas augmenter un petit peu nos commissaires sur les routes, si possible. Bien sûr, parce que c'est pas toujours facile de trouver des bénévoles qui veulent bien placer la journée debout à se disputer avec les spectateurs parfois. Pour l'ensemble de son système d'intervention, la coordination et le fonctionnement des équipes au sol, on peut dire que la ZAC a plutôt bien réussi son examen, même si le délégué n'a pas voulu livrer toutes ses conclusions. Un avis enfin aura sans doute été déterminant pour la poursuite du rallye. Non, avec le public, comment ça, des problèmes avec le public? Oui, est-ce que dans In the Stage? Yes. Non. Ok, thank you. Pas de problème, c'est ce qu'ont dit tous les pilotes. Mais attention, pas de satisfecit. La surveillance de la FIA ne se relâchera pas. L'an prochain, le délégué sera toujours là, prêt à détecter le moindre comportement dangereux du public. La sécurité des spectateurs, celle des pilotes et la survie du rallye sont désormais liées. Ce nouveau Tour de Corse a été dessiné en un mois. Alors, à nos côtés, sur cette très belle Rolls-Royce, son concepteur, René Vignoc, qui accompagné de Paul Colonna, a sillonné toutes les routes corse pour nous proposer ce nouveau tracé. Est-ce que votre tâche a été facile, René Vignoc? Non, parce que nous avons eu un défi qui nous a été donné un peu par la FIA. Nous avons été obligés de reconcevoir un nouveau tour complet.
surtout avec les histoires de parcs de regroupement et surtout les parcs d'assistance. En Corse, des grands terrains, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a été très très dur au départ de trouver d'abord les parcs d'assistance. Après, le reste, c'est de la routine. On connaît toutes les routes, on connaît tout, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Une routine qui a beaucoup plu, un parcours très exigeant, très rapide, satisfait de la version 96? Oui, et j'espère que celle de 97 sera encore un peu plus dure. Le Tour de Corse, on l'a dit en début d'émission, est inscrit au championnat du monde jusqu'en l'an 2001. Peut-il évoluer? Même question pour Charles Léonard dans sa nouvelle configuration. Mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la FIA. Suivant les règlements qu'ils nous prendront au fur et à mesure, nous essaierons de nous adapter au mieux. Et pour nous, c'est toujours un défi tous les ans. Et je crois que jusqu'à maintenant, nous l'avons toujours relevé. Et je crois qu'avec l'équipe que nous avons derrière, avec les jeunes qui mordent vraiment, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Cette nouvelle configuration, c'est tout de même un manque à gagner évident aussi pour la ZAC. Les collectivités de la Haute-Corse n'ont pas participé au financement du Tour. Je crois que c'est près de 370 000 francs. Est-ce que ce n'est pas trop difficile à gérer ça? Oui, d'accord, mais vous savez, on a un trésorier qui sait jongler avec les chiffres. Heureusement pour nous, d'ailleurs, qui sait nous serrer la vis quand il le faut. Et je crois que cette année, on va finir à zéro, mais on aura quand même réussi. L'objectif avoué de la FIA est finalement de faire avec les rallyes ce que l'on connaît avec la F1, un rallye, un pays, avec une concentration sur une même ville pour un maximum de spectacles, mais aussi pour un maximum de retombées économiques. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas un vrai danger de dénaturer les rallyes? Si on va dans le sens de la F1, oui. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que c'est quand même des courses qui se disputent sur le domaine public. Les gens sont dispersés, mais je crois que les retombées économiques cette année, d'après les premières discussions que nous avons eues avec les commerçants à Ajaccio, ont été très très fortes sur la ville. Pour terminer, lorsque nous avions réalisé un reportage sur le rallye Monte-Carlo, les dirigeants de l'ASA de Monaco nous avaient dit qu'ils essayaient de négocier avec les gens de la FIA de possibles dérogations. Pour vous, c'est possible? Qui le sait? On essayera, mais je ne vois pas où on peut aller, puisque l'histoire du trèfle est définitive pour le moment. Si demain ils changent d'avis, comme ça leur arrive assez souvent, ben, on s'adaptera. Hein. Un dernier mot sur le sujet que nous avons vu d'Anne-Marie Lecce, sur le monsieur sécurité. C'est lui qui prend des notes, il a demandé un peu à tout le monde, la sécurité, la note maximum pour le Tour de Corse, on peut le dire? Peut-être pas le maximum, mais je crois ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Cela s'est très bien passé. René Vignoc, surtout ne repartez pas avec cette voiture, nous la prêtez pour l'émission, je sais qu'elle vous plaît. Ouais, mais vous ne m'avez pas donné les clés, donc je ne peux pas partir. Hein. René Vignoc, merci. Retour maintenant sur l'édition 96 du Tour de Corse, avec cette fois un résumé du 11e rallye national de la course, ensuite le volant 106, et sans oublier bien entendu le trophée Fiat Cinquecento. L'esprit du Tour de Corse est aussi et surtout toutes ces courses d'accompagnement. 39 équipages ont pris le départ de ce 11e rallye de beauté, 7 spéciales au programme, les mêmes que pour l'international. Imaginez l'équipage Muselli Vitali premier de bout en bout, sauf dans la dernière où il casse, ils finissent déclassés. Et c'est Guy Fiori qui remporte l'épreuve sur 325i. Suivi de Thierry Vittori sur 325i, puis de Jean-Claude Thor sur une M3. En tête, un triplé de BM. Ça a été une course fertile en rebondissement, puisqu'il y a eu pas mal d'abandons, pas mal de chassés croisés en tête de la course. Et finalement, bon, on se retrouve en tête avec une bataille un petit peu tronquée dans la dernière spéciale, puisqu'on s'attendait à disputer vraiment la première place avec Titi Muselli, qui a fait une excellente course, qui malheureusement n'a pas été récompensée, et on n'a pas pu juger finalement sur le plan sportif, disons, des derniers instants. Mais il a eu un petit peu de malchance. Le mercredi, volant 106 avec des jeunes pilotes. Jean-Baptiste Serpaggi finit premier. Deuxième, Jacques Casabianca. Troisième, Frédéric Casanova. 3 insulaires sur le podium. Enfin, dernière course, le trophée Fiat Cinquecento avec en tête Cédric Robert. Pétier. Troisième, Sébastien Curat.
Autant l'épreuve pour le volant 106 et celle du trophée Fiat Cinquecento ont permis au public insulaire de découvrir de nouveaux pilotes, autant le 11e rallye national Île de Beauté a permis de revoir avec beaucoup de plaisir certaines voitures que l'on avait l'habitude de voir sur une route de course, mais aussi des pilotes bien connus. Alors à nos côtés, le vainqueur de ce 11e rallye national, Guy Fiori, toujours très connu sur sa célèbre BMW 325i. Guy Fiori, pour vous, le Tour de Corse cette année s'est résumé à une étape, cela a dû vous faire curieux. Oui, effectivement, ça a été un peu curieux et d'ailleurs, on a mis un petit peu de temps à se décider à participer à ce rallye de l'Île de Beauté, car c'est vrai que depuis pratiquement 15 ans maintenant, on participe à toutes les épreuves du Tour de Corse, de l'international, de la seule épreuve pour nous qui compte véritablement. Et puis au dernier moment, nous nous sommes décidés et je crois que nous ne le regrettons pas. Ce rallye national vous a pourtant réservé bien des surprises. Oui, effectivement, des surprises, il y en a eu de tout ordre, puisqu'il y a eu pas mal de chamboulements dans l'épreuve, et c'est ce qui l'a particulièrement animé. Et donc, ça a été malgré tout une épreuve très relevée. Il y a eu beaucoup de changements dans le temps, puisque on l'a vu dans l'Inter, et nous avons subi pratiquement les mêmes affres, je dirais, de la course. L'avantage pour vous aussi, pilotes insulaires, c'est le nombre de courses organisées dans l'île. Même pas mal de courses dans l'île. Il est certain que bon, pour les pilotes comme moi qui ont des voitures qui sont caduques d'homologation, eh bien, il n'y a plus tellement le choix, je dirais, soit bien sûr de reconstruire une autre voiture conforme à l'homologation du groupe A et du groupe N, soit de rester dans cette configuration et de participer aux épreuves nationales. Guy, on connaît la richesse et le plateau, la qualité des pilotes insulaires. Est-ce que vous êtes inquiété par cette évolution des règlements? Moi, je suis quand même très inquiet par l'évolution des règlements, car quand j'ai commencé à faire de la compétition automobile, lorsqu'on entend l'évolution de la réglementation, les gens ont toujours l'intention de faire des règlements qui vont améliorer cet état d'esprit, cet état de fait. Et on se rend compte qu'au contraire, tout va vers la course à l'armement, vers la course à la finance. Et ça, c'est dommageable pour le sport tout court. Nous vous proposons pour conclure cette émission un voyage dans le temps. Au départ, il y a 40 ans, c'était une dame qui s'imposait. C'était sur une Renault, une Dauphine, elle s'appelait Gilberte Thirion. Aujourd'hui, c'est Philippe Bugalski qui s'impose sur une Mégane. Mais surtout, le plus important, c'est que l'esprit du Tour de Corse n'a pas pris une ride. Oh, mon île d'amour, mon île de beauté, le ciel est toujours bleu et pour les amoureux, c'est l'éternel printemps. Dans mon île d'amour, le soir est si léger qu'on entend sur les flots le doux chant que l'écho emporte au Amis de l'automobile, bonsoir. Au sommaire de notre magazine de ce soir, pour commencer, deux actualités sportives fort importantes. La première, le Tour de Corse. La seconde... Premier Tour de Corse, nous sommes en 1956. L'idée alors est de prolonger la saison touristique en attirant les meilleurs pilotes continentaux. C'est une femme, Gilberte Thirion, qui va l'emporter pour cette première édition. Sa voiture, une Dauphine de 50 chevaux, pour une moyenne à l'arrivée de 56 km/h. La légende est en cours. À la fin des années 50, c'est l'enfant du pays, Piero Orsini, qui s'impose à Ajaccio. 59, 62, 65, 3 victoires pour le pilote insulaire. Il paraît qu'il neige à Zonza. Tant mieux. Ces voitures, la Dauphine et la Renault 8 Gordini. La régie, à cette époque-là, règne sans partage sur le Tour de Corse. Dans ces années 60, le Tour de Corse se déroulait en novembre. Un rallye marathon, des spéciales qui n'en finissaient plus et surtout les étapes de nuit. Le public sur le bord des routes savait oublier les rigueurs de la météo. Alfa Romeo et Porsche notamment précisent alors leurs ambitions sur le Tour.
Désormais, les meilleures équipes d'usine participent à ce rallye. Les retombées d'un titre en Corse sont très recherchées. La meilleure preuve avec la victoire de Lancia en 67, obtenue par Sandro Munari. You see, man made the car to take us over the road. La voiture qui reste à jamais le symbole du Tour de Corse. Il s'agit de la célèbre berlinette, l'Alpine Renault, vainqueur à 4 reprises de 68 à 73. Une puissance affichée de 172 chevaux. Autre voiture mythique, la Lancia Stratos, 5 victoires en tout, de 74 à 81. Les pilotes Andruet, Darniche et Munari, le Tour de Corse, décidait alors du titre envié des champions du monde des rallyes. Plus rien n'arrête les usines dans leur recherche de performance. 205 Turbo 16 ou Lancia 037, de véritables monstres de puissance mécanique, s'affrontent sur les routes tourmentées de l'île. 2 années noires du Tour de Corse, Attilio Betteg en 85 et l'équipage Henri Toivonen, Sergio Crest en 86 sont victimes de leur passion. La FIA décide alors la fin du groupe B. Didier Auriol avec Bernard Darniche reste le pilote le plus titré en Corse, 6 victoires en tout. Ses voitures, une Ford Sierra, la Lancia Delta Intégrale et la Toyota Celica. C'est en Corse que le futur champion du monde va décrocher son premier titre international. Le Tour de Corse a son apogée. Toyota mais aussi Subaru viennent chercher des victoires en Corse. Au volant, le seigneur des rallyes, l'Espagnol Carlos Sainz, double champion du monde. Sa rivalité avec Didier Auriol assure du grand sport spectacle dans toutes les spéciales. Un autre pilote français fait parler de lui dans les années 90. Un surnom tout désigné, François Ier de Corse pour Delcourt, qui l'emporte en 93 au volant de sa Ford Escort. C'est l'image symbole du Tour 95, la déception du Belge Bruno Thierry, contraint à l'abandon à 80 km de l'arrivée, alors qu'il venait de remporter 12 épreuves spéciales. Ça nous est arrivé à tous. Bon, c'est sûr que pour Bruno, ça ne doit pas être facile, mais c'est comme ça. La chance tournera pour lui, c'est sûr. Le Tour de Corse, c'est l'épreuve aux 10 000 virages. C'est une dame âgée de 40 ans qui n'a pas fini de nous faire tourner la tête. Et pour récompenser cette vieille dame, la Fédération française du sport automobile tout simplement a décerné cette médaille pour tous les bénévoles, pour tous les commissaires et surtout pour l'association de la Acteurs de Corse. Charles Léolard dit depuis l'origine c'était le docteur Jean Samonard, Jean-Louis et François Siciliano. Depuis cette époque-là, l'esprit surtout du Tour de Corse n'a jamais changé. L'esprit n'a pas changé, nous travaillons toujours en amis. Certes, il y a une partie de l'iceberg que tout le monde voit, c'est-à-dire moi-même, René Vigneault, Pierre Colombagne, Sanson, le trésorier et tant d'autres que je ne veux pas citer puisqu'on est une bonne quinzaine, mais c'est surtout les 150 qui sont derrière qu'on ne voit pas. Ils sont en bleu d'ailleurs là derrière, mais c'est surtout à eux que le Tour de Corse, c'est surtout grâce à eux qu'on fait le Tour de Corse. Charles Léonard, est-ce que vous avez gardé beaucoup de souffle? Du souffle, pourquoi faire? Pour souffler 40 bougies qui arrivent là, parce que c'est tout à fait normal. Ouais, ça j'y arriverai certainement. Je crois que... Charles, un dernier mot, vous définissez, j'ai lu ça quelque part, j'ai trouvé la définition très, très jolie, vous définissez comme un chef de train dans lequel sont convoyées 2000 personnes et qui doit arriver toujours à la seconde de près. Cette définition, c'est la vôtre, alors parlez-nous un petit peu des prochains trains du Tour de Corse, est-ce qu'ils vont toujours pointer à l'heure? J'espère bien. J'espère bien que ça pointera à l'heure et que nous continuerons toujours à aller de l'avant. Je vous laisse souffler les dernières bougies. Vous pouvez venir retrouver votre président. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Bien joué.
On peut l'applaudir. Le mois prochain, Territoire Sport se déroulera le 7 juin. Il sera surtout essentiellement question de football. L'émission sera enregistrée depuis le terrain de Bocognan avec tous les enfants de la Gravonne. Et croyez-moi, ils sont nombreux. N'oubliez pas, dès demain, tous vos rendez-vous avec la 3. 12h d'Acouille ensuite, suivi de 12h30 par Corsica Prime, avec toutes les équipes techniques qui ont participé aux différentes émissions en direct consacrées au Tour de Corse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée. Merci de nous accompagner. On peut aussi manger le gâteau, hein. C'est fait pour ça. 41e.